Bien, on va pouvoir commencer. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être aussi nombreux pour cette présentation du dispositif Audisart pour l'année 2026. Je suis Céline L'Espagnol, chargée de projet coopération culturelle à l'OFQJ, l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Et je suis aujourd'hui accompagnée de ma collègue Claire, que je laisse se présenter. Bonjour, je suis Claire Favigny, je suis responsable communication de l'OFQJ et donc ma mission là sur ce webinaire sera aussi de répondre à vos questions dans le chat. Malheureusement, on a dû, comme vous êtes nombreux, on a dû désactiver vos micros. Ils pourront éventuellement être réactivés sur demande. Mais en attendant, n'hésitez pas à poser vos questions et vos remarques dans le chat. On les prendra ensuite dans l'ordre pendant le webinaire. Voilà, donc je vais vous présenter un petit peu le sommaire de cette présentation. Donc, brièvement, rappeler ce qu'est l'OFQJ, puis entrer assez rapidement dans le vif du sujet. Donc, l'appel à projet Audisart, la présentation du dispositif, le type de projet éligible, que comporte le dossier de candidature, les financements, le calendrier de l'appel à projet. Et donc, après cette première partie de la présentation, on aura un temps de questions-réponses. Donc, comme le disait Claire, on vous invite à écrire vos questions dans le chat au fur et à mesure. Et puis, c'est Claire qui fera la modération et posera les questions. Si jamais il y a des choses qui ne sont pas assez claires par écrit, on pourra vous redonner la parole pour que vous puissiez exprimer votre question plus clairement. Après ça, on aura normalement un témoignage de lauréat. Donc, nous devions en avoir deux, mais un des deux témoins est malade aujourd'hui. Donc, on aura le témoignage d'un lauréat qui va nous rejoindre en cours de route et puis qui pourra expliquer un peu son expérience et puis vous dire comment il a réussi à se monter ce projet et à être financé par Audisart. Alors, je commence avec l'OFQJ. Donc, l'OFQJ, l'Office franco-québécois pour la jeunesse, c'est un organisme bigouvernemental qui a été créé en 1968. Ça fait donc 57 ans qu'il existe et qui a pour mission d'offrir des opportunités de mobilité professionnelle pour les jeunes de 18 à 35 ans entre la France et le Québec. Ces opportunités, elles sont offertes sous différentes formes. On a un programme de volontariat, donc du service civique. On a tout un programme de stage de perfectionnement, un programme de formation professionnelle, et puis aussi des missions professionnelles qui peuvent être des missions commerciales, des missions sociales et citoyennes, et des missions culturelles. Les missions culturelles, c'est donc le programme dont je m'occupe et c'est au sein de ce programme que s'inscrit le dispositif Audisart. Alors, l'appel à projet Audisart, il a été lancé en 2023 et c'est un appel à projet qui va se déployer sur 5 ans. Euh, Dans une première partie, peut-être qu'il sera renouvelé, mais pour l'instant, on ne sait pas. Et donc, l'objectif de Dissart, c'est de financer des projets non seulement entre la France et le Québec, mais entre la France et tout le Canada. Donc, il y a vraiment une ouverture sur tout le territoire canadien, spécifiquement pour le programme Audissart. Il soutient donc les échanges culturels, toujours pour les jeunes de 18 à 35 ans. Donc, on reste vraiment collé à la mission initiale de l'OFQJ. Et il s'adresse particulièrement aux artistes qui vont être affiliés à une structure et qui souhaitent réaliser un projet professionnel qui inclut de la mobilité entre la France et le Canada. Alors, je vais vous donner un petit peu plus de détails parce que ça n'est évidemment pour le moment pas très clair. Mais donc, pour être un peu plus spécifique, les projets éligibles au dispositif Audisart, ça va être les projets de coopération culturelle. On entend par là des projets de co-création, de collaboration, donc entre des artistes de France et du Canada, ou alors la réalisation d'un projet artistique sur l'autre territoire. Ça va être par exemple un programme de résidence, donc un artiste français ou des artistes français qui vont faire un programme de résidence au Canada ou inversement, des artistes canadiens qui viennent faire un programme de résidence en France. Ça peut être un tournage dans le cadre d'un projet audiovisuel, l'enregistrement d'un album de musique, par exemple. Enfin voilà, ça peut prendre différentes formes.
À savoir que pour la réalisation d'un projet artistique sur l'autre territoire, il faut vraiment que le projet ait spécifiquement un lien avec l'autre territoire. C'est-à-dire qu'un programme de résidence au Canada pour un artiste français, il faut vraiment que ça ait du sens de faire cette résidence au Canada dans le cadre de son projet et que ce ne soit pas juste un effet d'opportunité. Il faut vraiment qu'il y ait un lien dans un sens comme dans l'autre pour la réalisation d'un projet sur l'autre territoire. Donc voilà ce que ça inclut. Donc ça induit que ça exclut ce qu'on appelle les projets de diffusion simple. Un projet de diffusion simple, ce sera par exemple une tournée, au Canada. Un groupe de musique français veut faire une tournée au Canada. Ça ne sera pas considéré comme de la coopération culturelle, ni comme la réalisation d'un projet artistique sur l'autre territoire. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui se produise, qui se construise. Ça ne peut pas être juste une diffusion. Les voyages d'études également, ça ne fonctionnera pas. Donc, on s'adresse vraiment à des jeunes professionnels qui ont un projet professionnel dans le domaine de la culture. Et ça exclut également les projets d'insertion professionnelle. Ça concerne en revanche tous les champs de la culture. Donc, voilà, je les ai listés, vous les connaissez tous, mais l'architecture, les arts visuels, les arts plastiques, les arts numériques, l'audiovisuel sous toutes ses formes, design, métier d'art, la littérature, l'édition, la musique, toutes ses formes, musique actuelle, musique classique, le spectacle vivant sous toutes ses formes également. Voilà, c'est très très large, tant que c'est porté, encore une fois, par des artistes et soutenu par une structure porteuse. Je reviendrai un petit peu plus dans le détail après quand on viendra vraiment expliquer le dossier de candidature. Ce dossier de candidature, il est... Donc, je vous invite à scanner, si vous voulez, le QR code en haut à droite qui va vous mener vers le site audissart.org, donc qui vient d'être lancé et qui regroupe toutes les informations dont je vais parler aujourd'hui. Et donc, sur le site audissart.org, en haut, il y a un bouton Déposer un projet sur lequel vous retrouverez toutes les informations euh, pour le dépôt des dossiers de candidature. Le dossier de candidature, il comprend 3 documents. Un règlement à travers lequel nous allons passer, donc que je vous invite à relire attentivement pour vous assurer que vous rentrez bien dans les clous avec votre projet. Un budget, un modèle de budget, donc qui est à remplir. Vraiment, c'est ce modèle de budget qu'il faudra remplir pour déposer votre candidature. Pareil, on va passer à travers pour vous expliquer quelles sont les dépenses notamment éligibles pour le programme Audissart. Et enfin, un formulaire à remplir en ligne avec toutes les questions relatives à votre projet. Donc, les éléments importants à retenir dans le règlement. Donc là, j'ai vraiment juste souligné les éléments importants. C'est pas le règlement est plus large que ça, mais vraiment les choses qui vont être primordiales pour nous. C'est que donc l'appel à projet est lancé aujourd'hui euh, et le projet doit avoir lieu en 2026. Et même si l'entièreté du projet n'a pas lieu en 2026, du moins là où les mobilités entre la France et le Canada doivent avoir lieu en 2026, en fait. Pour nous, ça va être un peu le cœur du projet, ces mobilités entre les deux territoires. Les projets pluriannuels ne sont pas acceptés, c'est-à-dire que entre le 1er janvier 26 et le 31 décembre 26, votre projet doit avoir pris forme. Alors peut-être qu'il y aura quelques actions qui continueront en 27 ou quelques actions auront été initiées en 25. Mais voilà, l'essentiel du projet doit avoir lieu en 26 et il faut qu'à la fin de l'année 2026, vous soyez capable de nous faire un bilan d'activité et un compte-rendu financier sur votre projet. Il faut vraiment que la grande majorité du projet ait eu lieu en 2026.
Donc, si vous avez un projet de résidence croisée sur 2026-2027, ça ne fonctionnera pas. Il n'y a que 2026 qui pourrait être pris en compte. Et il faudrait qu'à la fin de 2026, donc de possiblement cette première résidence, vous ayez quelque chose à nous présenter dans votre bilan. Donc, si vous venez de découvrir l'appel à projet au DISART et puis que votre projet n'a pas encore abouti, il vous est toujours possible de déposer votre projet pour 2027. Donc, parfois, il vaut peut-être mieux attendre et mieux le construire pour l'année suivante plutôt que se précipiter et puis risquer de faire un dépôt de candidature pour rien. Donc, votre projet, donc, qui est porté, encore une fois, par un ou des artistes, il doit présenter un partenariat identifié et structuré sur l'autre territoire. Donc, ce qu'on entend par là, vous êtes un artiste français ou canadien, il faut que vous ayez une structure porteuse pour votre projet. Ce qu'on entend par structure porteuse, ça peut très bien être une auto-entreprise. C'est juste qu'il faut qu'il y ait une structure enregistrée pour pouvoir signer la convention et recevoir la subvention. Il faut qu'il y ait une structure enregistrée derrière. Ça peut être une auto-entreprise, ça peut être une association, ça peut être une entreprise classique. Et voilà, il vous faut un partenaire structure dans le pays dont vous êtes issu et avec le où vous déposez. Et il faut que sur l'autre territoire, donc en France ou au Canada, dépendamment où vous êtes, il faut qu'aussi vous ayez une structure partenaire identifiée. Donc, on va vous demander de nous fournir des lettres d'engagement, enfin au moins une lettre d'engagement d'une structure partenaire sur l'autre territoire. Ça, c'est à vous de faire ce travail-là, ce démarchage-là de repérage de structures partenaires. Nous, ici à l'OFQJ, on n'aide pas au repérage de structures partenaires ni à la construction directe du projet. Donc, encore une fois, si vous découvrez que maintenant le dispositif et que vous n'avez pas du tout de contact au Canada, ça va peut-être être un peu compliqué de déposer pour cette année, même si vous avez déjà une idée de projet. L'idée, c'est quand même d'essayer d'avoir un partenariat intéressant sur l'autre territoire. Donc, des mobilités en 2026, partenaire sur l'autre territoire. L'autre impératif, c'est que les personnes qui participent au projet doivent avoir entre 18 et 35 ans révolus au 31-12-2025. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les personnes qui auront 36 ans à partir du 1er janvier 26 ne sont pas éligibles. Il faut vraiment que les personnes aient 35 ans jusqu'à la fin de l'année. On sait cependant que parfois dans les projets de groupe, bah, ça va être plus compliqué que tout le monde ait moins de 35 ans. Enfin voilà, on n'est pas non plus trop catégorique à cet endroit-là. Donc pour les projets de groupe, on demande à ce qu'au minimum 80% des participants aient entre 18 et 35 ans. En revanche, cela induit que, alors admettons, vous êtes 10 dans votre projet, deux personnes ont plus de 35 ans durant l'année d'exécution du projet, donc durant l'année 2026. Ça signifie que les frais de mobilité de ces personnes-là, de plus de 35 ans, ne pourront pas être inclus dans le financement Audisart. Donc, quand vous remplirez votre budget et que vous remplirez la ligne frais de transport international entre la France et le Canada ou le Canada et la France, vous ne pourrez pas budgéter les billets d'avion des plus de 36 ans. Enfin, vous pourrez les budgéter, mais vous ne pourrez pas les imputer à la subvention Audisart. C'est un peu technique, mais en avançant et après en parlant du budget, vous allez voir, ça sera probablement plus clair. Et puis aussi, vous vous familiariserez avec les différents documents et vous verrez. Donc, il faut avoir, grosso modo, entre 18 et 35 ans. Pour les projets donc déposés en France pour une mobilité vers le Canada, il faut que la personne qui dépose soit de nationalité française ou habite en France depuis au minimum un an. Et pour les projets déposés
du Canada pour une mobilité vers la France, il faut être de nationalité canadienne ou détenir le statut de résident permanent. Ça signifie un des cas classiques qui arrivent, un Français qui est en PVT au Canada et donc qui vit au Canada mais qui n'a pas le statut de résident permanent, il n'est pas éligible à Audisart en fait. Il faudrait que ce soit une autre personne qui dépose. Enfin voilà, il faut s'assurer que la personne qui dépose réponde bien à ces critères de nationalité et de statut dans le pays en France ou au Canada. Donc voilà, donc pour le règlement, donc les grandes lignes, les éléments les plus importants. Je passe au dossier de candidature. Donc, ce dossier de candidature, c'est un formulaire à compléter en ligne. Vous avez le lien sur le site. Donc, ça va être ici le petit numéro 3, remplir le formulaire. Il est déjà disponible. Donc, ce formulaire, il comporte, enfin voilà, c'est un peu un gros résumé de votre projet qui permet aussi de bien identifier quels sont les partenaires, quelles sont les personnes impliquées dans le projet. Euh, L'essentiel, comme je vous disais, c'est de remplir un budget, remplir ce formulaire. Bien entendu, ce formulaire, enfin, vous pouvez vous contenter de ça, mais vous pouvez tout à fait apporter d'autres pièces qui vont présenter un peu plus en détail votre projet et notamment pour si vous avez des visuels ou des vidéos à partager, vous ne pourrez pas le faire via ce formulaire. Ce formulaire, il est vraiment très technique. Il ne va pas vous permettre vraiment d'élaborer autour de votre projet. Donc, bien sûr, vous pourrez ajouter des pièces jointes. Donc, ce qu'on va vous demander dans ce formulaire, tout d'abord, ça va être d'identifier la structure porteuse du projet. Donc, comme je vous disais, une auto-entreprise, une association, une entreprise classique. Donc, il faudra indiquer qui est le représentant légal de la structure, le numéro d'enregistrement, le numéro de SIRET de la structure porteuse du projet et ensuite le nom de la personne référente du projet au sein de la structure. Il faudra aussi identifier le partenaire du projet sur l'autre territoire, ce que je vous expliquais juste avant. Donc pareil, qui est le responsable du projet dans la structure partenaire. Éventuellement, est-ce qu'il y a d'autres partenaires impliqués dans le projet? Alors, j'ai mis sur l'autre territoire, mais ça peut même aussi être sur le territoire de la structure porteuse. On peut imaginer qu'il y ait deux structures qui suivent le projet en France, une au Canada ou inversement. Enfin, voilà, il n'est pas rare qu'il y ait plusieurs structures qui suivent le projet. Donc, vous pouvez indiquer tout ça au début du dossier de candidature. Ensuite, il va falloir présenter votre projet. Donc là, bah, il y a plein de questions. Voilà, c'est si votre projet est déjà bien pensé et construit, ça devrait être assez simple. Vous devriez déjà avoir toutes les réponses. C'est juste qu'il va falloir les structurer, les formuler au regard des questions posées dans le formulaire. Donc, on va vous demander donc, quel est le titre de votre projet, quelle discipline il concerne. Donc, on a listé les différentes disciplines. Bien sûr, il y a toujours une case autre si c'est un projet pluridisciplinaire ou transdisciplinaire. Quel type de projet? Est-ce qu'on est plus sur un projet de coopération culturelle, donc comme je le disais tout à l'heure, de la co-création, ou alors est-ce que vous réalisez votre projet sur l'autre territoire, donc par exemple une résidence? Ensuite, il va falloir décrire votre projet en 15 lignes maximum. Ça, c'est pour nous permettre d'avoir déjà, à la faveur de cette première lecture, une idée du projet que vous souhaitez déposer. Parce que des fois, dans vos projets de présentation que vous mettez en pièce jointe, ça va être des descriptifs beaucoup plus longs, mais là, ça nous permet de faire un premier classement, en fait, nous, dans les types de projets. Quels sont vos objectifs? Objectifs qualitatifs et ou quantitatifs attendus. Donc ça, pareil, en quelques lignes. Alors voilà, qu'est-ce que cette co-création va vous permettre de développer?
combien de personnes vous allez toucher, combien de représentations vous voulez faire, que sais-je, ça peut prendre plein de formes, mais voilà, quels sont les grands objectifs. L'évaluation, donc les indicateurs proposés au regard des objectifs attendus. Donc là, exemple, notre, euh, notre objectif, c'est de co-créer une pièce de théâtre et qu'elle soit à la fois présentée en France et au Canada. Bah, les indicateurs proposés, ça va être par exemple, eh bien, on va voir le nombre de représentations qu'on arrive à booker pendant l'année. L'idée étant qu'on ait au moins une représentation sur chaque territoire. Donc, l'indicateur, ça va être le nombre de représentations qu'on réussira à faire sur chaque territoire. Euh, Après, le contexte et les enjeux qui justifient l'intérêt du projet, parce que du projet artistique en tant que tel, euh, on s'attend à ce qu'il s'inscrive aussi voilà, dans le contexte actuel et dans les enjeux actuels auxquels sont confrontés les acteurs culturels. Donc, ça peut être des enjeux d'innovation sociale, des enjeux environnementaux. Peu importe, en fait, ça peut être aussi des enjeux d'innovation numérique, par exemple, mais voilà, dans quoi s'inscrit votre projet? En quoi ce projet est pertinent pour le développement de votre structure? Donc là, on parle de la structure porteuse du projet. Qu'est-ce que le projet de co-création avec le Canada va apporter à la structure? Est-ce que c'est quelque chose qui sera nouveau, un développement international ou le développement d'un nouveau territoire ou la consolidation d'un lien avec la France ou le Canada? En quoi le projet favorise l'émergence non seulement de nouveaux artistes, mais peut-être de nouvelles pratiques, peut-être de nouveaux publics, ça peut être plein de choses, l'émergence. Le nombre de participants âgés entre 18 et 35 ans, français et canadiens. Et puis, on vous demandera aussi d'ailleurs le nombre de participants âgés de plus de 35 ans, donc pour voir si vous rentrez bien dans les proportions attendues. La date de début et de fin de projet, en sachant que la fin de projet, elle sera au plus tard au 31 décembre 2026. Le calendrier de votre projet, donc les grandes dates de la conception et de la mise en œuvre du projet, la préparation, la production, enfin voilà, toutes les grandes étapes et aussi les grandes étapes de vos mobilités. On vous demandera le nombre de déplacements prévus entre la France et le Canada. Un déplacement, c'est un aller-retour. Donc, si vous faites un aller-retour, c'est un déplacement, c'est pas deux déplacements. Les territoires et les dates de réalisation des déplacements internationaux. Donc là, bon, ça va peut-être un petit peu répéter la partie calendrier du projet, mais dans le calendrier, vous pouvez un petit peu plus expliquer ce que vous allez faire là. Territoire et date de réalisation, c'est vraiment juste du temps au temps au Canada, du temps au temps en France. Si vous en avez vos antécédents de coopération avec la France ou le Canada, ça peut aussi être une première coopération, il n'y a aucun problème à ça. Et enfin, on vous demandera d'expliquer votre stratégie de diffusion pour toucher les publics visés par votre action. Le dossier de candidature toujours. Donc, après toutes ces questions, on vous demandera de joindre quelques pièces à votre demande, notamment la lettre d'engagement d'un ou plusieurs partenaires. Donc, c'est ce que je vous expliquais au début. Si vous êtes en France, une lettre d'engagement d'un partenaire au Canada. Si vous êtes au Canada, une lettre d'engagement d'un partenaire en France. Votre budget prévisionnel en euros. Donc, même si vous êtes une structure canadienne, s'il vous plaît, faites la conversion en euros pour présenter votre budget. Et puis, alors, donc là, j'ai mis des petites étoiles parce que ça, ce sont des documents obligatoires.
non obligatoire, mais quand même, bon, recommandé pour donner un petit peu plus de contenu à votre présentation. Donc, tout document de présentation du projet ou de la structure porteuse. Donc, si vous avez des antécédents de coopération, par exemple avec le Canada, ça peut être la présentation d'un projet passé et puis l'ébauche du projet à venir. Enfin voilà, ça peut être, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, des images, des vidéos, la présentation des personnes qui vont être impliquées au projet, la présentation de la structure porteuse, ça peut être aussi une présentation de la structure partenaire, tout ce qui vous semble intéressant et utile à votre candidature. Est-ce que tu veux qu'on fasse un petit point question? Il y a plein de questions. Bah oui, j'ai l'impression, hein. Je vois que ça bip. Il y a aussi de la recherche de partenaires dans le chat. Donc, voilà, ça D'accord. aussi, c'est bien, ça fait. Bon, on fait un petit point question maintenant. Oui, alors il y a pas mal. Alors, je me suis permis, on ne va pas les prendre dans l'ordre parce que je les ai classés par catégorie. Comme ça, on reste sur les différentes catégories. Déjà, il y a beaucoup de questions sur une histoire un peu de statut, donc le statut du porteur de projet. Il y avait une question, qu'est-ce qu'un projet d'insertion? Est-ce que ça peut se réaliser avec des étudiants dans une discipline artistique, par exemple, qui serait dans un projet de professionnalisation? Alors, les projets étudiants, non, ça fonctionnera pas. On est vraiment sur des projets professionnels. On avait aussi plusieurs questions. Est-ce que le statut de travailleur autonome pour les Québécois, est-ce que ça peut constituer une structure porteuse et notamment si on est artiste, est-ce qu'on est obligé de s'affilier avec une structure, une autre structure? Non, si en tant que travailleur autonome, donc vous avez un numéro d'enregistrement au Québec, ça fonctionne. Donc, c'est un peu, j'imagine, la même chose que le statut d'auto-entrepreneur en France, donc il y a pas de problème. Par contre, il y a une personne qui était une artiste québécoise qui demande s'il lui faut un organisme ou une association pour soutenir son projet. Bah alors, si vous êtes artiste, mais que vous n'avez pas de structure enregistrée, oui, il vous faudra une structure porteuse, à moins que vous ayez vous-même le statut de travailleuse autonome, parce que sinon, on ne pourra pas, enfin voilà, pour faire la convention et et pour verser la subvention, il faut absolument qu'il y ait une structure porteuse. Ça ne peut pas être fait à un particulier. Ouais, il y avait aussi plein de questions sur le partenaire. Qu'est-ce qui identifie un partenaire, par exemple, pour une mobilité en tant que Français au Québec? Est-ce qu'on a besoin d'un partenariat, d'une structure identifiée sur le territoire? Est-ce que ça peut être un organisme scolaire français, québécois, une association, un incubateur? Voilà. Ça peut être tout ce que vous voulez tant que ça fait du sens dans votre projet, en fait. L'idée du partenaire, c'est parce que vous montez le projet en collaboration. Et l'idée de Dissart, l'idée de base, c'est peut-être ça qu'il faut avoir en tête, c'est vraiment d'encourager, de financer la coopération entre la France et le Canada. Donc c'est ça en fait qu'il faut avoir en tête, c'est que votre partenaire, vous allez l'identifier parce que ça fait du sens pour créer votre projet et potentiellement ça va amener à de la coopération sur du plus long terme ensuite. Je ne sais pas si je suis claire, mais en tout cas, ça peut être tout type de structure. Ça peut être une association, ça peut être un incubateur, ça peut être Après, je pense peu aussi qu'il faut importe. garder la liste des lauréats des précédentes années. Ça donne aussi une idée de la typologie de partenaires qui a été présentée. Oui, complètement. Sur le site audissart.org, vous verrez toute la liste des lauréats des précédentes éditions. Vous allez voir, hein, il y a vraiment de tout type de projet, tout type de structure porteuse et partenaire. Donc, le spectre est assez large. Et ouais, Voilà. voilà. Il y avait une question, par exemple, pour les résidences. Est-ce que les lieux et structures qui peuvent recevoir des artistes ou des artisans sont listés quelque part? Non, encore une fois, on n'aide pas au repérage, donc on n'a pas de liste de structures possiblement partenaires. Et ensuite, il y avait plusieurs questions sur qu'est-ce que c'est la réponse positive de l'organisme, voilà, à quel point, donc on en a parlé, c'est quand même une lettre d'engagement. Mais voilà, c'est à quel point il faut que la structure partenaire soit engagée. Ah bah, ça va être une lettre d'engagement de la structure qui dit qu'elle travaille sur ce projet avec vous et qu'elle s'engage si vous avez les financements nécessaires à mettre en œuvre le projet en partenariat avec la structure porteuse. Donc après, ça va être un engagement, la structure partenaire, ça peut être un engagement
en nature, ça va peut-être être une structure qui va vous accueillir dans ses locaux, ça peut être aussi un engagement financier, ça peut être à plein d'endroits, mais c'est pas juste un porte-nom en fait, c'est une structure qui va vous aider à avancer et à créer votre projet. Voilà, il y avait aussi des questions sur le projet en lui-même. Qu'entendez-vous par abouti? Euh, Nous sommes une compagnie de danse, nous sommes en cours de création de la pièce, mais nous prévoyons une diffusion à l'été 2026 si notre projet est retenu. Dans quelle mesure considérez-vous le projet comme abouti, prêt à être déposé, quoi? Ah oui, bah, il est prêt à être déposé si vous avez une structure, en fait, si vous avez une structure porteuse et une structure partenaire, que vous avez déjà on va en parler juste après, mais si vous avez déjà des idées de complément, de financement pour votre projet, enfin voilà, si tout est en œuvre pour le mettre en place au 1er janvier 26, il est abouti. Ce qu'on va considérer comme non abouti, c'est un projet là qui serait pas du tout initié, qui sera en cours enfin, au tout début de réflexion, vous n'avez pas de partenaire, vous n'avez aucune idée de comment vous allez le financer. Bon, là, ça va peut-être être un petit peu trop juste pour déposer d'ici début novembre. Il y avait par exemple, peut-on déposer un projet à deux pour une double mobilité? Oui, complètement. Ça s'adresse aux artistes, ça peut être un artiste, ça peut être une compagnie, il n'y a aucun problème. Même, vous le verrez par la suite, plus il y a de personnes qui prennent part au projet, enfin, je veux dire, à projet équivalent, entre guillemets, on aura tendance à favoriser les projets qui impliquent plus de participants, donc plus de personnes qui prendront part au projet. À projet équivalent, on va peut-être favoriser une compagnie une compagnie de 5 danseurs qui va se déplacer au Canada plutôt que un danseur seul qui va se déplacer au Canada. Il y avait une autre question d'ailleurs. Est-ce que dans un groupe, tout le monde doit être artiste? Est-ce qu'un groupe composé de deux artistes, une chargée de diff, une chargée de com et une technicienne est valide et éligible? Alors, oui, tant que toutes les personnes restent des professionnels du secteur culturel. Voilà. Il y avait quels sont les exemples du lien avec le territoire? J'ai pas compris la question. Le lien avec le territoire, parce que normalement nos projets ils doivent être en lien avec le territoire. Donc, Ah, bah, est-ce que un c'est le cas? exemple, bah, le lien, c'est que c'est. En gros, c'est plutôt qu'est-ce qui ne serait pas lien, c'est-à-dire que si si votre projet, c'est de faire une résidence au Canada, si vous imaginez que cette résidence, que vous la fassiez au Canada ou au Brésil, ça ne changera absolument rien et vous avancerez de la même manière sur votre projet, bon, ça veut dire que votre projet n'a pas de lien particulier avec le Canada. C'est qu'il faut qu'il ait un lien direct dans le sens où votre projet, vous l'imaginez spécifiquement là-bas parce que vous faites un travail, je ne sais pas, sur les forêts. Et au Canada, le Canada, il est connu pour avoir des forêts gigantesques et donc ça fait du sens d'inscrire votre projet à cet endroit-là. Ou alors vous avez un lien fort avec un artiste au Canada et le projet ne peut exister qu'avec cet artiste au Canada parce que voilà, c'est quelque chose qui naît de votre collaboration, ça va être un lien avec le Canada. Si votre projet, qui se fasse au Canada ou ailleurs dans le monde, finalement, vous allez le mener exactement de la même manière, c'est là, on va dire qu'il a moins de lien avec le territoire. Et inversement, hein. Alors, il y a une personne qui a précisé un petit peu sa question, celle qui demandait si on peut faire un projet à deux pour une double mobilité. C'était dans l'idée d'une personne québécoise et une personne française et chacune vienne sur le territoire de l'autre. Oui, les mobilités peuvent se faire dans les deux sens, tout à fait. Il y avait aussi plusieurs questions sur l'âge de précision. Un projet peut-il être éligible s'il implique deux artistes, dont un de plus de 35 ans? Non, de moins de 35 ans. Oui. Bon, voici, moins de 35 ans, c'est sûr. Ben non, 36. si vous êtes deux et qu'une des deux personnes a plus de 35 ans, ça ne marche pas. Il faut que 80% des personnes aient moins de 35 ans, donc à deux, c'est un peu compliqué. Il faut être au moins 4 sur 5 à avoir moins de 35 ans.
Voilà. Il y avait une deuxième question qui était un petit peu dans cette optique-là. C'était un projet de co-création avec deux jeunes artistes guyanaises et québécoises, mais dirigé par une metteur en scène de plus de 35 ans. Est-il éligible? Donc, combien de personnes au total? Ça serait trois, si j'ai bien compris. Deux de moins de 35 ans et une de plus de 35 Bah ans. non, donc ça fonctionnera pas non plus. Ou alors, il faut avoir d'autres personnes, d'autres participants de moins de 35 ans. Il y avait une autre question. Une association loi 1900 récemment créée en France en juin 2025 peut-elle candidater? Oui, il y a pas de délai particulier. Hmm. Il y avait plein. Après, il y a pas mal de questions sur le budget, mais ça, peut-être qu'on va en reparler aussi derrière. Bah, je vais même en parler tout Ouais. de suite. Donc voilà un petit peu pour le dossier de candidature. Donc encore une fois, je vous invite vraiment à lire le règlement. Normalement, il est pas trop long, ne vous inquiétez pas, et il est assez précis. Donc vous devriez vous y retrouver quant aux différents critères d'admissibilité. Le formulaire à compléter en ligne. Vous pouvez le consulter avant de le remplir, mais voilà, pour pouvoir préparer vos réponses. Et donc, le dernier document, ça va être le budget prévisionnel. Donc, pareil, disponible déjà en téléchargement sur le site. Donc, c'est un modèle de budget assez simple. D'un côté, les charges, de l'autre, les produits. Donc, surtout, ce qui est intéressant pour vous, c'est de savoir quels sont les frais admissibles pour Audisart. Donc, ça va être évidemment les frais de transport internationaux entre la France et le Canada et aussi les frais de transport locaux. Si jamais vous faites de la mobilité en France, enfin voilà, si vous avez votre vol de Vancouver jusqu'à Paris et puis votre projet finalement se passe à Marseille, le trajet Paris-Marseille est bien sûr également compris dans vos frais de transport, ce sera les transports locaux. Ça peut être aussi de la location de véhicules. C'est pas forcément que des billets de train ou des billets d'autocar. Les frais de restauration pour les participants au projet. Donc les frais de restauration sur l'autre territoire, les frais d'hébergement également. Euh, et ensuite, on aura aussi les frais de production du projet, donc vraiment tous les frais liés directement au projet, toutes les dépenses liées directement au projet. Donc, ça ne prend pas en compte les frais de structure. Ça, vous pouvez mettre un petit pourcentage de charges indirectes, mais ça, on va vraiment compter là-dedans les frais liés directement au projet. Si vous achetez du matériel, des décors, peu importe, de la location de salle aussi, bien évidemment. Et enfin, il y aura les charges de personnel. Ça, les charges de personnel, il y a une petite subtilité que vous verrez dans le modèle de budget. Ces charges de personnel, elles ne pourront pas dépasser au maximum 50% du montant de la subvention demandée. Alors, je vous donne un exemple pour que ce soit plus clair. Euh, Vous préparez votre budget. Vous faites une demande de subvention à l'OFQJ sur le programme Audisart de 20 000 euros pour financer votre projet. Si vous demandez 20 000 euros, ça signifie que vos charges de personnel ne pourront pas être supérieures à 10 000 euros. En fait, la bourse Audisart ne prendra pas en charge plus de 50%. Enfin, le montant de la bourse ne peut pas prendre en charge plus de la moitié, oh là là, je m'exprime super mal, pardon. La moitié de la bourse ne peut pas être affectée aux charges de personnel. Donc, après, vos charges de personnel, elles peuvent dépasser, mais ça signifiera que vous avez d'autres subventions qui les couvrent. C'est pas Audisart qui pourra couvrir l'entièreté de vos charges de personnel si elles dépassent 50% du montant de la subvention demandée. Ça, vous verrez en remplissant, c'est réexpliqué dans le règlement. Et vous verrez, en remplissant le formulaire, il y a des formules automatiques. En fait, ça vous mettra des alertes. Vous allez le voir et vous devriez le comprendre. Encore une fois, pour une liste plus exhaustive des frais admissibles, reportez-vous au règlement sur lequel il y a
une liste de tous les frais admissibles. Autre point d'attention, vous ne pouvez inscrire dans ce budget seulement les dépenses qui vont être engagées en 2026. C'est-à-dire que si votre projet, vous travaillez dessus déjà depuis fin 2025, les frais qui auront été engagés en 2025 ne pourront pas y figurer. C'est vraiment les frais engagés du 1er janvier au 31 décembre 2026. En sachant que donc l'appel à projet est ouvert jusqu'à début novembre, l'étude des dossiers, etc., les commissions, tout ça va se faire les semaines suivantes avec, nous espérons, une annonce officielle des lauréats avant le départ pour les congés de fin d'année. Mais il se peut que la convention ne soit signée que début 2026 si on manque de temps. Ça, pas de problème. Les dépenses qui ont été engagées avant la signature de la convention pourront être prises en compte. Mais il faut avant tout que ce soit des dépenses qui aient été effectuées en 2026. Donc, les mobilités en 2026, les frais de production aussi et les frais de personnel. Donc, le financement par projet, euh, le financement au DISART, il est entre 20 et 30 000 euros. Ça signifie que vous ne pouvez pas nous demander moins de 20 000 euros, sinon vous serez non éligible. Donc, il faut quand même que ce soit des projets avec un petit peu de substance, quoi, avec un peu de contenu. Donc, entre 20 et 30 000 euros, et la subvention au DISART représentera au maximum 70% de votre budget total. Ça veut dire que au minimum, votre projet doit avoir un budget global pour 2026 de 28 600 euros. Et sur ce budget de 28 600 euros, vous pouvez demander 20 000 euros d'Audissart, ce qui représente à quelque chose près 70% de votre subvention. Donc, il faudra quand même trouver 8 600 euros pour compléter votre budget. Ça, c'est 8 600 euros, libre à vous, mais ça peut être apporté aussi par la structure porteuse, votre structure partenaire, d'autres d'autres subventions que vous aurez pu trouver auprès d'autres territoires à l'échelle locale ou nationale. Enfin voilà, ça peut être du mécénat, ça peut être plein de choses, mais il y a toujours 30% du budget au minimum à trouver de votre côté. Le calendrier du programme, donc l'appel à projet est ouvert depuis une semaine. Il le sera jusqu'au 4 novembre à minuit, heure de Paris. Donc attention, pour les personnes qui sont au Canada, ce ne sera pas tout à fait le même horaire selon où vous êtes au Canada, mais c'est vraiment minuit, heure de Paris. Donc le dépôt des dossiers se fait par les structures porteuses. Et donc ça comprend donc, ça va être remplir le formulaire et dans le formulaire, à la fin, vous allez joindre les pièces, notamment le budget, vos lettres d'engagement, les autres pièces éventuellement pour compléter votre candidature, présentation du projet, des structures, etc. Et donc, il faut envoyer tout ça pour le 4 novembre, minuit, dernier délai. Les dossiers seront examinés entre le 4 novembre et le 12 décembre. Et passeront, donc, d'abord, il y aura un examen plus administratif, donc voilà, où on vérifie l'éligibilité, notamment que les participants aient bien moins de 35 ans, que le budget respecte les règles énoncées, que votre projet s'inscrive bien dans une idée de coopération entre la France et le Canada. Ensuite, il y a deux commissions. Et puis, à l'issue de cette deuxième commission, donc normalement la semaine du 15 décembre, on fait l'annonce officielle des lauréats pour les projets 2026.
Donc voilà pour la présentation. J'ai l'impression qu'il y a encore des questions. 1 milliard de questions. Il y a 1 milliard de questions. Un Peut-être milliard, on c'est pourrait beaucoup. parler Alors, avant d'aborder toutes les questions qui sont sur le budget, les questions sur les lauréats. Est-ce que les projets de la francophonie canadienne sont favorisés versus le Québec? Alors, il n'y a pas de favoritisme, non, mais il y a, voilà, tous les projets sont bienvenus. C'est vrai que vous allez peut-être voir dans les éditions précédentes, c'est vrai qu'il y a beaucoup de projets France-Québec, mais ça, c'est un peu du fait de l'ADN de l'OFQJ. L'OFQJ, c'est un organisme qui soutient la coopération entre la France et le Québec, historiquement. Donc, on a un plus gros réseau au Québec que dans le reste du Canada. Et donc, en fait, c'est juste que proportionnellement, on reçoit beaucoup plus de projets France-Québec que France, autres provinces canadiennes. Mais c'est une tendance qu'on a aussi envie voilà, d'équilibrer. Et au contraire, on est tout à fait ouvert à ce qu'il y ait plus de projets de la francophonie canadienne. Donc oui, quand on dit ça me fait penser à autre chose. Bien sûr que si les projets sont avec des partenaires ailleurs qu'au Québec, il faut qu'il y ait toujours une dimension francophone au projet. Ça, c'est essentiel. Donc, si vous faites un projet avec l'Ontario ou la Colombie-Britannique, il faut qu'il y ait une dimension francophone. Après, pour certains projets, ça s'applique plus ou moins. Si c'est un projet en danse, bon, finalement, la dimension francophone, on s'en rend pas vraiment compte dans une œuvre chorégraphique. Mais voilà, si c'est un projet théâtral, un projet d'écriture, là, il faut qu'il y ait la dimension francophone impérativement. Donc non, c'est vraiment ouvert à toutes les provinces. Au contraire, on a aussi envie d'encourager la coopération avec la francophonie canadienne plus largement. Et puis, ça peut aussi être des partenariats France, Québec, Ontario, Colombie-Britannique. Enfin voilà, il peut y avoir des partenaires dans plusieurs provinces canadiennes. C'est même encore mieux. Donc n'hésitez pas à postuler. Oui, alors justement, il y avait des questions aussi sur le cadre des multipartenaires. En cas de projet artistique, spectacle d'une compagnie française, est-ce nécessaire de citer nos partenaires français dans le dossier en plus des partenaires canadiens? Et quelqu'un qui demande aussi, est-ce qu'il peut y avoir plus de 2 partenaires? Voilà. Donc, effectivement. Oui, vous pouvez tout à fait les citer. Après, on ne vous demandera pas de l'aide d'engagement de tous vos partenaires. C'est vraiment la structure porteuse et la structure partenaire identifiée. Là, il faut une lettre d'engagement de la structure partenaire identifiée. Mais après, oui, vous pouvez citer vos autres partenaires. Ça fait juste apporter plus de crédit à votre projet, en fait. Puis, quelque part, plus vous avez de partenaires, ça veut dire qu'il y a plein de personnes qui croient en votre projet. Donc, c'est plutôt positif. Donc, n'hésitez pas à les mentionner, qu'ils soient en France ou au Canada. Sur les lauréats, il y avait aussi pas mal de questions. Combien il y a de lauréats, combien il y a eu de dossiers aussi présentés les années précédentes? Ouais. Et aussi des questions, comme ça j'en profite, je te groupe tout, mais sur les projets pluriannuels, comment ça se passe? Est-ce qu'on peut percevoir l'aide 2 fois? Est-ce que voilà. Alors, donc les années précédentes, on a eu à peu près 80 candidatures pour une dizaine de projets lauréats. Voilà, ça c'est le ratio des années précédentes. En ce qui concerne les projets pluriannuels, comme je disais en tout début de présentation, eux, ils ne seront pas recevables pour Audissart. Il faut vraiment que ce soit des projets qui se tiennent en 2026. Et si vous avez déjà bénéficié de la bourse Audissart, vous ne pouvez pas en bénéficier d'une deuxième fois. Donc c'est vraiment un one-shot. Il y avait aussi une question sur l'âge. Une personne qui dit si je dépose seule et qu'au courant de 2026, j'ai 36 ans, est-ce que je ne suis pas éligible ou non? Oui, l'important. Non, attendez. Ah là là. Ça, c'est la question sur laquelle on bute tous les ans. C'est la question sur laquelle on bute tous les gens. Si vous avez 36 ans, il faut avoir. Ouais, en fait, il faut avoir 35 ans jusqu'au 31 décembre 2026. Vous ne pouvez pas avoir 36 ans en cours de projet. Voilà, c'est ça. Il y avait aussi d'autres questions. Alors, je te garde les questions sur le budget pour la fin. Il y avait alors, il y a pas mal de questions, peut-être aussi, on verra sur
chacun les analyses de son projet, mais notamment quelqu'un qui est en résidence permanente au Québec demande s'il peut postuler, sachant que dans son projet, il y a de faire venir des artistes. Alors oui, comme vous verrez aussi indiqué sur le règlement, c'est ouvert pour les personnes qui sont au Canada, donc aux personnes ayant la citoyenneté canadienne et aux résidents permanents canadiens. Donc ça fonctionne. Mais si c'est si, s'il y a un projet de mobilité. Ah oui, bien sûr, il faut qu'il y ait un projet de mobilité entre les deux territoires. Donc ça peut être des Français qui viennent au Canada ou des Canadiens résidents permanents qui vont en France. Il y a aussi une question, est-ce qu'un projet qui vise à développer une plateforme numérique pour les artistes pourrait être accepté au DISART dans la partie mobilité pour être déployé au Québec et permettre des collaborations actives avec des créateurs locaux? Une plateforme numérique, dans les textes, ce n'est pas éligible. Après, non, parce que non, ça ne va pas être considéré comme un projet artistique, donc non, ça ne va pas fonctionner. Pardon. Un projet de réalisation artistique peut-il être réalisé par des jeunes en France et au Québec si notre groupe de musique accompagne les jeunes dans la réalisation de chansons? J'ai pas compris. Tu peux répéter? Un projet de réalisation artistique peut-il être réalisé par des jeunes en France et au Québec si notre groupe de musique accompagne ces jeunes dans la réalisation de chansons? Bah, le public jeune, c'est les artistes, Je hein. comprends toujours pas la question. Question de mobilité, je pense. Peut-être qu'il faudra repréciser. On peut peut-être voir ces cas-là à la fin après, hein, si vous voulez. Comme ça, on passe vraiment aux questions, à toutes les questions qui sont sur le budget. Ouais. Euh, il y avait, est-ce que le projet doit avoir un budget minimum et donc une envergure minimum? Ouais, c'est ce que je Ouais, viens mais de après, vous dire. vous avez peut-être déjà mis Ouais. il y a peut-être déjà des questions qui avaient eu leur réponse, hein. Est-ce que le financement couvre la vie au Canada pendant la période de collaboration, hôtel, nourriture, etc., ou uniquement le Bah, voyage? ça, Donc, on je pense l'a que tu as dit. aussi Ouais. répondu à cette question. Est-ce que les services et biens offerts peuvent compter dans le budget? Par exemple, si un organisme m'offre une salle en résidence, est-ce que cela compte comme un montant de mon budget non pris en charge par la subvention du SAR? Ouais, vous verrez qu'il y a une petite partie contribution volontaire en nature à la fin du budget, donc vous pouvez les valoriser. Cependant, ça pourra représenter que maximum 5% de votre budget total. Donc, s'il y a du prêt, par exemple, ça rentrera dans ces lignes-là. Il y avait les charges de personnel comprennent-elles la rémunération des artistes, mais également un pourcentage des salaires des permanents des structures porteuses? Alors, pour tout ce qui est salaire, enfin les personnes qui travaillent dans les structures porteuses, ça va rentrer dans les charges indirectes affectées à l'action et ça va être ici dans les frais administratifs. Pareil, ça peut être seulement 5% maximum des charges directes. Et alors, est-ce que c'est la même chose pour le salaire qu'on se verse comme travailleur autonome? Non, ça va être, si c'est votre... alors, si c'est un salaire, mais qui n'est pas... Si c'est votre rémunération dans le cadre de la réalisation du projet, ça va dans les charges de personnel. Si par contre c'est lissé sur toutes vos activités, là, ça va dans les charges indirectes. Est-ce que le 8 600 € doit être sonnant ou peut-être en service? Bah, en service, c'est ce que je viens de vous dire, ça peut être que maximum 5% du budget total. Donc, il faut qu'il y ait une partie en argent. Dans les dépenses budgétables, frais de formation, frais de mentorat, salaire des artistes. Salaire des artistes, apparemment, oui. Frais de formation, frais de mentorat, alors oui, si ça a vraiment un lien direct avec la réalisation du projet, mais Audissart, ça n'a pas vocation à faire de la formation sur le long cours des artistes, quoi. C'est vraiment ça, si c'est spécifique à la mise en œuvre du projet, oui, ça peut. Il y avait quand le financement intervient-il a priori, a posteriori, avant, après départ? Faut-il avancer les frais? Alors, le financement, très bonne question. Donc, une fois que vous avez enfin, que votre projet est accepté, vous êtes lauréat, au moment de la signature de la convention, donc ça se fait en début d'année au plus tard, euh, suite à la signature des deux parties, un premier 70% du montant de la subvention vous est versé, donc en début d'année, et le dernier 30%.
est versé au moment de la remise enfin, de la remise et de la validation du bilan d'activité et financier à la fin du projet. Donc, vous avez 70% au début et 30% à la toute fin. Si nous sommes une structure porteuse ayant reçu la bourse en 2025, est-il possible de redemander un financement si nous changeons de partenaire et d'artiste? Pas vraiment, non. Une même structure porteuse ne pourra pas recevoir deux fois une subvention. Et pour la question précédente, on peut être 5 artistes qui vont suivre un séminaire pendant une semaine. Est-ce que c'est admissible même s'il n'y a pas de création? Bah, non, parce que là, il n'y aura pas vraiment de projet à la fin. Donc, non, suivre un séminaire, ça ne marchera pas. Donc ça rentre dans ton programme habituel. Tout à fait. J'en parlerai après. Une question aussi. Est-ce possible de vous envoyer des mails le long de la construction de notre dossier pour avoir des retours ou avoir des retours avant l'envoi final? Alors, on n'aura pas vraiment le temps de vous faire des retours au long cours. Donc, on vous invite vraiment à... Vraiment, s'il y a des points, des gros points de doute, des grosses interrogations, bien sûr, vous pouvez nous contacter. Mais après, on va pas faire de l'évaluation au fur et à mesure, en fait. On fait l'évaluation une fois qu'on a reçu tous les projets. Donc, on pourra, même si vous nous envoyez votre projet avant, on ne pourra pas vous dire, oui, tu as toutes tes chances de l'avoir, en fait. On n'aura pas le temps de faire ça. C'est vraiment après le dépôt qu'on va pouvoir évaluer les projets. Donc, s'il y a des grosses interrogations, des points de blocage, bien sûr, vous nous contactez. Mais sinon, pour faire de l'évaluation au long cours, on ne pourra pas le faire. Voilà, il y avait une question qui a été posée aussi un peu au début, parce que je reprends ma liste là pour voir. Quel impact si le budget réel ne correspond pas exactement au budget provisionnel? Par exemple, les dépenses sont moins conséquentes que prévu. Oui, c'est une très bonne question aussi. Donc, bien évidemment, vous présentez un budget prévisionnel et il est quand même assez rare que à la fin de votre projet, ce soit exactement la même chose. Donc, le budget final est constitué de manière à ce qu'on puisse voir le prévisionnel versus le réel. Il faudra bien sûr expliquer les écarts les plus significatifs. Euh, Si l'écart n'est pas énorme entre le prévisionnel et le réel, il n'y aura pas d'incidence. En revanche, si vous vous retrouvez avec un projet final, enfin un budget réel final qui affiche des dépenses, par exemple, à 15 000 euros, bon, bah là, si vous avez eu une subvention de 20 000, ça va être évalué et ça aura un impact. Il faudra que dans tous les cas, en fait, la subvention que vous avez reçue représente 70% du budget final. Donc faites quand même attention à ça. Il pourrait y avoir une réévaluation si jamais c'était vraiment en deçà de ce que vous aviez annoncé. De l'intérêt, enfin voilà, de l'importance de bien construire son budget prévisionnel quand même et d'être bien au courant des montants, des différents coûts que vous pourrez avoir. Et il y avait aussi la question sur les aides, les autres subventions qu'aurait le projet. Si des apports dans le budget sont liés à d'autres subventions demandées, est-ce qu'elles doivent être validées à la date de dépôt de candidature au DISART? Attends, excuse-moi. Si la personne elle reçoit des subventions, Oui, non, ça ne doit pas forcément être validé. Après, c'est du déclaratif. Donc, nous, on ne vous demandera pas les justifications des autres sources de financement. Mais donc voilà, non, pas besoin de nous les donner. il y avait une question aussi tout à l'heure. Est-ce que le budget à remplir est celui qui est propre à la mobilité ou celui du projet global? Du projet global sur 2026. Et Ouais. puis, il y avait d'autres. Peut-on faire apparaître les frais de mobilité des personnes de plus de 35 ans dans le budget si ces frais sont couverts par un autre apport financier? Si oui, comment le notifier? Oui, vous pouvez. Et puis, vous mettez une petite note. Il y avait aussi une On autre va peut-être question. bientôt Ouais, s'arrêter. tout à fait. Sur la mobilité de personnes, juste les personnes qui sont d'une autre nationalité. Il y a 6 Québécois, 5 Français et 2 Belges. Comment est-ce qu'on compte la mobilité des jeunes Belges? Si les Belges sont des résidents permanents au Canada, ils comptent comme des Canadiens. S'ils vivent en France depuis plus d'un an, ils comptent comme des Français. Si ni l'un ni l'autre, ils n'apparaissent pas au budget. Ils ne peuvent pas être financés par Odissart.
Bon, on prend une dernière question et puis après, peut-être qu'on passe Alors, à déjà, la non, partie non, on est lauréat. là. Et après, je pense que on avait fait pas mal quand même le tour des questions. Je suis désolée si j'en ai laissé, mais je pense qu'on en a pas mal. Il y avait juste effectivement, si j'ai 36 ans en novembre 2026, je ne suis pas éligible. Et ça, du coup, on a déjà répondu Bah à cette oui, question. malheureusement. C'est vrai que c'est un petit peu strict comme règle, mais voilà, c'est la chose la plus juste qu'on ait trouvée pour que tous les projets puissent partir sur un pied d'égalité. Et personne n'a posé la question, mais je vais quand même Merci la Claire d'en poser. rajouter. C'est que si un projet n'est pas retenu pour Audisart de cette année, est-ce qu'on peut repostuler pour l'année d'après? Bien évidemment, si vous n'êtes pas retenu cette année, vous pouvez repostuler l'année prochaine, en notant tout de même que si le projet n'a pas été retenu, il y a probablement des choses peut-être à revoir. De toute façon, dans tous les cas, on pourra vous faire des retours si votre projet n'est pas retenu. Donc l'idée, c'est peut-être de le retravailler un peu avant de le déposer. Et j'en profite pour conclure. Donc, comme je vous disais, Audissart, ça s'inscrit dans le programme de coopération culturelle de l'OFQJ. Ce programme de coopération culturelle, il a aussi, enfin, il offre aussi d'autres moyens de financement de mobilité de France. Alors, cette fois-ci, seulement vers le Québec. Mais vous pouvez faire des demandes de mobilité, artistes et professionnels de la culture pour aller au Québec. Nos homologues à l'OFQJ, Québec/Logique, font la même chose. Ils financent les mobilités des jeunes artistes et professionnels de la culture du Québec vers la France. Donc voilà, Audissart, si ça ne marche pas, vous pouvez toujours vous tourner vers ces autres sources de financement qui sont beaucoup moins conséquentes, mais bon, qui peuvent vous aider aussi à financer vos projets, peut-être aussi vous aider à faire une première mobilité si vous avez besoin de rencontrer des gens pour, euh, pour initier des partenariats dans le but de déposer pour Audissart l'année prochaine. Donc voilà, vous pouvez toujours regarder de ce côté-là. Bien, bon, ça fait déjà 1 heure qu'on est là. On va conclure avec un petit exemple pour vous donner un peu une idée des types de projets qui peuvent être soutenus. Donc, pour vous donner une idée, en 2025, il y a eu 12 projets lauréats pour le programme Audissart, très très variés. Ça va du spectacle vivant, donc un projet de co-création en théâtre, un projet de résidence en cirque, des projets plus autour de l'art numérique, sachant que voilà, le Québec est un gros territoire, enfin un territoire voilà, très avancé en matière d'art numérique, donc il y a pas mal de collaborations qui se font à cet endroit-là aussi. Des projets un peu plus de recherche en musique. On a notamment eu de la musique mixte, un projet développé avec une artiste en art numérique. Donc, il devait témoigner, mais malheureusement, il est malade aujourd'hui. On a des projets de podcast, on a des projets de documentaires audio, de courts-métrages de cinéma, voilà, de co-création en danse, d'installation immersive, low-tech, plein, plein de choses. Et donc, le lauréat 2025 qui est avec nous aujourd'hui normalement, c'est Louis. Est-ce que tu es là, Louis? Je peux envoyer On va ouvrir ton mon micro. micro. Oui, vous nous entendez? Oui, allô? Allô, je me Allô? suis permis de me connecter avec Clément, qui est aussi un artiste qui a participé au projet cette année-là. Ah, mais super, vous êtes dans la nature. Trop bien. Ouais, ouais, coup de bol. Bah, merci beaucoup pour votre présence. Donc, l'idée, Euh, c'est un petit peu voilà, que vous présentiez comment vous avez construit votre projet Audissart et puis ce que vous avez réussi à faire en 2025. ouais, ouais, ouais. En gros, moi, je suis président d'une association qui s'appelle Nomades des Terres, où on propose des séjours itinérants en roulotte dans le territoire du Quercy, dans le centre de la France. Et on a une partie de nos activités qui sont dédiées à des séjours artistiques. Moi, pour ma part, j'ai vécu au Québec pendant 1 an et demi et j'avais fait une petite formation de conteur quand je vivais là-bas. Et avec Nomades des Terres, on a un camp de base qu'on change de lieu chaque année. Et cette année, on était accueillis chez Clément Bouscarel et sa famille. Clément qui est paysan conteur. Et donc, en voyant apparaître l'appel à projet au Dissart, m'est venue l'idée
que faire une itinérance de contes interculturels franco-québécois serait assez sympa de réunir ces deux univers. Et donc, j'ai fait jouer mes vieux contacts au Québec, ma prof de contes Geneviève. Je lui ai envoyé un mail qu'elle a partagé massivement pour trouver des personnes. Et on a trouvé quatre personnes ça a été une super rencontre. Quatre conteuses qui avaient des univers de contes vraiment différents et qui sont venus en France pour faire une itinérance qui a duré 8 jours. Et on avait défini un critère de sélection, c'était l'unique critère de sélection, c'était qu'elles viennent faire une résidence sur un temps long sur le territoire européen pour légitimer l'impact carbone de leur déplacement en avion à travers l'Atlantique. Et donc, elles ont vécu quand même un séjour un peu initiatique, je pense, enfin, leur retour était vraiment profond et riche. Et, euh, et il y a eu un impact sur le territoire qui a été assez bouleversant. Et la rencontre avec Clément, mais Clément, peut-être tu peux en dire deux mots, tu l'expliqueras mieux que moi, je pense. Oui, bonjour à tous. Merci Louis de me donner la parole. Moi, je suis conteur quercinois depuis, je dirais, tout petit, puisque c'est mon papy et mon tonton qui m'ont transmis cet art. J'ai été très, 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 très ravi et bouleversé, moi aussi d'ailleurs, de participer à cette rencontre, de voir les vieux cousins là-bas de l'outre-Atlantique et de les voir me raconter des histoires de là-bas. Ça m'a beaucoup touché. Je pense, en toute humilité, leur avoir aussi apporté plein de choses à raconter. Et c'était absolument génial de pouvoir s'échanger dans l'univers du conte, mais des techniques ou des personnages communs, des morales qui sont universelles bien souvent. Et moi, je suis content et ça fait sens. Je crois que ça les a aussi touchés. C'est notre vie ici en famille de paysans et de raconteurs d'histoires avec la terre. Voilà, on est là que de passage qu'on soit au Québec, en France. Mais enfin, en tout cas, merci à toi, merci à Odissart d'avoir permis en fait cette rencontre. Merci beaucoup. Donc Et oui, pour ajouter un petit peu, en fait, donc, comme vous l'avez vu avant, on a des projets dans tous les domaines. On va avoir des trucs super sciences et arts et très technologiques, et puis des projets comme ça qui nous ont interpellés bah, déjà par la dimension francophone, du coup, l'échange autour de la langue française qui était très fort. Toute cette dimension environnementale aussi qui était prise en compte dans la construction du projet avec cette itinérance au pas des chevaux à travers un territoire aussi, de toucher un public plus dans la ruralité. Enfin voilà, quand je vous dis qu'aussi on prend en compte les dimensions un petit peu au-delà du projet artistique en lui-même, mais là en termes de public qu'on va aller chercher, de la conscience environnementale qu'on va mettre derrière, et puis voilà, de vraiment l'échange culturel était vraiment très intéressant. Donc, voici un exemple de projet pour lequel ça fonctionne parce que ça coche pas mal de cases et puis ça permet aussi voilà, d'avoir un éventail de lauréats très, très, très diversifié. Je ne sais pas si Louis, tu voulais rajouter quelque chose ou s'il y avait des questions sur le projet. non, non, peut-être moi juste de souhaiter le meilleur à toutes les personnes qui candidatent. Ouais, ouais, vraiment un gros soutien pour toute la structure de l'OFQJ, quoi, qui fait un super boulot. Et encore merci beaucoup. Ouais. Merci à toi.